Épisode 19, la règle du jeu, Hell Money. Hell Money, ça signifie le pognon de l'enfer, effectivement, bien joué. C'est écrit par Jeffrey Fleming et c'est réalisé par Tucker Gates. Alors, pour cet épisode, on va évoquer Jean Renoir. Ça m'amuse beaucoup de parler de la règle du jeu. Roman Polanski. Oh, non. Et John Carpenter. This thing sucks. Alors, Jean Renoir. Évidemment, vous l'avez très vite compris, parce que vous êtes de grands cinéphiles, on va parler du classique du cinéma français, la règle du jeu, ce qui peut sembler un peu capillotracté. Certes, cependant, je tenais à le faire. Alors déjà, la règle du jeu, c'est un film que j'ai eu au bac en l'an 2000, et donc on avait assisté à une projection en salle avec ma classe, dans une copie absolument dégueulasse, hein, on comprenait rien au dialogue. Donc là, je vous montre en fait l'édition chez ESC. Vous avez là un petit coffret avec 3 classiques du cinéma français. Donc vous avez La Talente de Jean Vigo, que j'ai bien apprécié. Franchement, c'est un film qui est très touchant et qui a entériné aussi mon intérêt pour Michel Simon, qui est un comédien dont je découvre petit à petit la filmo. Donc bon, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de Panique du Julien Duvivier. Et figurez-vous qu'hier, j'ai découvert une interprétation de Maigret par Michel Simon, très étonnante, hein, dans un film à sketch qui s'appelle Brelandas, et c'est réalisé par Henri Verneuil, donc où il campe un Maigret très différent de ce qu'a pu nous donner Jean Gabin, mon comédien favori, ou même Bruno Kremer pour la télé, ou même plus récemment Gérard Depardieu. Tu vois, moi non plus, je ne dis pas la vérité quand ça m'arrange. Le commissaire Maigret, le héros de Georges Simenon. Oh! Est-ce que tu peux être douillet? Si les gangsters de Paris te voyaient comme ça, je te jure qu'ils n'auraient pas peur de toi, Maigret. Alors, drôle de drame de Marcel Carnet, je l'ai toujours pas vu. Bon, j'ai un petit peu de mal avec Marcel Carnet, hein, même si j'ai le jour se lève avec Gamin. Faudra que je lui redonne sa chance, un de ces 4. Et donc, la règle du jeu de Jean Renoir, 1939. Alors, pourquoi je tiens absolument à parler de la règle du jeu, si ce n'est évidemment pour évoquer un souvenir, voilà, de mon adolescence? Eh bien en fait, je ne peux pas m'empêcher de voir le contexte social de l'épisode, hein, avec ce père qui peine à joindre les deux bouts pour soigner sa fille, et qui se soumet donc à ce jeu clandestin, absolument pervers. Il doit accepter les bonus et les malus, et là davantage les malus même. Et la règle du jeu de Jean Renoir, bon évidemment ça parle de conflits entre différentes classes sociales, mais surtout d'une soumission aux règles auxquelles on doit se plier, hein, qu'elles plaisent ou qu'elles plaisent pas. Tu oublies que c'est une femme du monde, et ce monde-là, ça a ses règles, des règles très rigoureuses. La justice domine dans l'épisode et dans le film de Renoir, qui est un film très pessimiste. D'ailleurs, Jean Renoir le qualifiait de drame gay. J'ai cassé ma biscotte. D'accord. Autant il y a des films qu'on dit pré-apocalyptiques, celui-ci il est, je sais pas si on peut dire pré-guerre, mais en tout cas, on a un film voilà où, sans l'évoquer, ça va annoncer en creux là, une guerre mondiale qui va bouleverser en fait toute l'histoire. C'est un drame gay où le film offre une suite de séquences à la Marivaux, qui, comme Louis Feuillade, hein, pour le feuilleton, a donné son nom à un genre, le marivaudage, et ça va me permettre d'appeler un autre souvenir. Donc ça, c'est quand j'étais en fac, première année de fac, il y avait une étude sur le jeu de l'amour et du hasard, et j'ai eu un super prof pour ça, qui d'ailleurs de métier, c'est surtout un journaliste, hein, il travaille toujours pour Le Monde, et c'est lui qui fait les chroniques quand on parle d'un musicien. Souvent c'est la rubrique nécrologique quand on a un grand nom du jazz qui disparaît. Donc Francis Marmande, qui m'a vraiment beaucoup marqué, et je pense, à la revoyure, je pense que il a motivé en fait mon intérêt et pour le jazz et surtout pour l'apprentissage du saxophone alto. Bon, c'est apprentissage, je mets des gros guillemets, hein, j'apprends en autodidacte, donc c'est extrêmement laborieux en fait, hein, comme j'ai un emploi du temps assez compliqué, je peux pas prendre de cours. Bref, dans le marivaudage de la règle du jeu, on a comme ça un ballet de bourgeois, de domestiques, on a un garde-chasse qui harcèle un braconnier qui est joué par Carrette. Carrette, dont j'avais parlé d'un de ses films les plus fameux, L'Auberge Rouge de Claude Lara, pour la chronique sur l'épisode Le Visage de l'horreur, grotesque en version originale. Vous pouvez parler à monsieur Fornet. Vous êtes bien, mon ami? Je suis nouveau domestique. Monsieur le marquis a dû vous parler de moi. Qu'est-ce que vous savez faire, mon ami? Moi, je ne sais pas. Un petit peu de tout. Vous savez grasser les bottes, mon ami?
Ah oui, monsieur Corneille, moi pour tout ce qui est de la toilette, je suis comme qui dirait un spécialiste. Bon, demain matin, vous irez prendre les bottes devant les portes des chambres et vous vous en occuperez. Bien, monsieur Corneille. C'est là qu'on dîne? Oui, mon ami. Ah, il faut que j'aille prendre... Voilà, je tenais à mettre ce petit extrait, déjà, rien que pour le petit geste de Bruno Carrette quand il dit « Je suis comme qui dirait un spécialiste ». C'est quelque chose qui m'avait toujours marqué. Et puis, cette scène-là représente bien, en fait, le travail de la mise en scène de Jean Renoir, qu'on sous-estime, hein, parce qu'il y a vraiment un très gros travail sur les arrière-plans. On voit que ça bouge au fond du cadre. Il y a des mouvements de caméra, hein, c'est une caméra qui est souvent mobile. Et donc, il y a vraiment une dynamique à l'intérieur du cadre, qui est en fait tout sauf un film statique. Jean Renoir, je vous le cache pas, ça a été au départ un petit peu compliqué. Il y a des films un peu plus accessibles peut-être de Jean Renoir, comme par exemple La Grande Illusion avec Jean Gabin. Comme vous le savez, dans ma collection, je me fais un full set Jean Gabin. Il y a La Bête Humaine, qui est une adaptation moderne pour l'époque de La Bête Humaine de Zola. Donc ça, vous pouvez peut-être commencer par là. Pour en savoir plus sur la règle du jeu, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de Blast. Vous avez une vidéo très pertinente de Paco Thielman, extrêmement stimulante aussi. Je vous laisse un petit extrait et encore une fois, je vous invite à regarder cette vidéo après avoir vu le film qui est disponible d'ailleurs gratos sur YouTube si vous cherchez bien. Tous ces liens sont dans la description. En ce sens, la règle du jeu, c'est que l'innocent doit être tué pour que la société pourrie puisse continuer à exister. C'est exactement ce que Jean Renoir dira dans Renoir le patron. Faut un sacrifice. Le monde ne vit que de sacrifices. Alors il faut tuer des gens pour apaiser les dieux. Bon bref, pour revenir à l'épisode, la règle du jeu est à prendre évidemment au sens propre et au sens figuré, parce qu'il est ici question d'un jeu clandestin, une sorte de loterie dans des salles secrètes de Chinatown, et dans lequel soit on gagne le gros lot, soit on se fait amputer d'un truc. Alors ça peut être un rein, un œil, ça fait un peu chier, mais voilà. Bon, si on vous on enlève un cœur, hein, faut pas compter rentrer chez soi le soir. Mulder et Scully s'impliquent, hein, il y a eu plusieurs morts violentes, on incinère vivant des gens, dans un crématorium d'ailleurs, on sent le problème d'écriture déjà quand Mulder dit en une réplique ah oui, il y a eu plusieurs cas similaires dans la région signalée. Quand on rattache des faits antérieurs dans une intrigue criminelle en cours, si c'est surtout dit au lieu d'être montré, hein, c'est une espèce de maxime comme ça que je vous cite plusieurs fois et que j'avais lu dans La Fabrique du cinéma, le fameux bouquin théorique de Alexander McKendrick. Eh bien, c'est faible, c'est très faible. Et c'est un truc qu'on voit souvent dans les polars. On leur colle au basque un inspecteur chinois pour faire l'interprète. Donc, il est incarné par B.D. Wong, qui est très bien. Franchement, l'acteur est très solide. Malheureusement, son personnage, bien que intéressant et complexe, il n'a pas assez de temps à l'écran. C'est quelque chose que je regrette. Pour le coup, c'est encore un épisode où on a moins de 50 minutes pour bien boucler une histoire criminelle. En plus de ça, Mulder et Scully sont extrêmement passifs. Hein. C'est d'ailleurs une critique qui revient souvent dans les commentaires, en plus de l'absence de fantastique pur. On peut faire de très très bons polars ramassés en 1h10. Récemment, j'ai regardé Détour, c'est un vieux film noir très moderne dans sa façon de charpenter son récit. Il fait quoi, 1h, non même pas 1h10, hein, il fait 1h07, 1h08, vous vous rendez compte? Et encore, il y a 10 minutes qu'on aurait pu sucrer, il y a un passage qui est assez long, on voit le personnage principal qui est un musicien de jazz, comme quoi tout se recoupe, on voit clairement les moments où c'est une doublure en fait pour la main, et on joue tout un morceau, donc à ce moment-là, il est un petit peu longuet, voilà. I know what you're gonna hand me even before you open your mouths. You're gonna tell me you don't believe my story and give me that don't make me laugh expression on your smug faces. Look, I'll tell you what, you stay put out there, I'll come to you. Let's get married right away. How far are you going? L.A. Not many people stop for a guy these days. Afraid of a stick-up, maybe. This buggy belongs to a guy named Haskell. That's not you, mister. Now, wait a minute. Shut up. You're a cheap crook and you killed him. So what else was there to do but hide the body and get away in the car? Donc, l'acteur B.D. Wong est celui qui fait lien avec la culture et les lieux, et dans Jack Burton, dans Les Griffes du Mandarin, qui est d'ailleurs un super film pour toute la famille, vous avez donc le personnage joué par Dennis Dunn. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Sio Somnio, l'enfer des ébouillantés. Tu rigoles? Ouais, il y a écrit défense d'entrée. J'ai mis le DVD de côté, enfin, peut-être que je passe au Blu-ray. Donc, Les Aventures de Jack Burton, voilà, un film extrêmement amusant dans lequel Dennis Dunn tire vers le haut
un personnage de routier qui est censé être le personnage héroïque du film et qui est joué par un Kurt Russell absolument impayable en routier, donc pâteau, lourdeau. Ils veulent tous l'envoyer en enfer. Tu fais un seul petit geste. Et il y va tout droit. Que quelqu'un, n'importe qui, veuille bien me dire de quoi il retourne. Et il y a d'ailleurs un autre point commun qui relie donc cet épisode avec les aventures de Jack Burton, c'est que dans les deux films, vous avez le comédien James Hong, qui est toujours vivant à l'heure actuelle, hein, 95 balais quand même. Il faisait donc le méchant, il faisait le mandarin du titre français. Il y a bien des mystères et bien des questions qui demeurent sans réponse, même dans une vie aussi courte que la vôtre. Et ici, donc, il campe le responsable de la loterie, qui n'a pas de nom d'ailleurs dans l'épisode. Sur IMDb, on le surnomme le Hard-Faced Man, qui signifie l'homme au visage dur. Il fait aussi un petit rôle dans le chef-d'œuvre de Roman Polanski. Vous sentez venir la petite digression sur Polanski. Et puis aussi, on l'a vu dans Blade Runner, où il faisait déjà un rôle où il faisait une petite fixette sur les yeux d'un des personnages. Bon, là, on peut le comprendre, hein, c'est sur les yeux de Rutger Hauer, parce qu'il fait le rôle d'un scientifique allumé qui se vante d'avoir créé les yeux du répliquant joué par Rutger Hauer. A noter aussi le jeu extrêmement touchant de Michael Yama qui campe le père de Lucy Liu, hein, qui faisait ses débuts. Franchement, je trouve incroyable Michael Yama dans l'épisode. Il est extrêmement pudique dans sa composition de père accablé par le chagrin hein, d'avoir une fille qui souffre d'une leucémie et qui donne de sa personne dans tous les sens du terme hein, pour trouver l'argent qui lui permettrait d'être soigné. Donc il est touchant, vulnérable, mais toute cette douleur, elle est rentrée. Donc c'est vrai que c'est un cliché de dire que les Asiatiques ont un visage impénétrable. C'est faux, il n'y a certes pas le même, maniérisme qu'un Italien. Hein, ce sont mes racines d'ailleurs, hein, vous me voyez beaucoup parler avec les mains. Là c'est plus dans la posture, dans le regard. Vraiment il a une performance subtile, rentrée. Bref, j'adore son boulot dans cet épisode, et ces deux interactions avec James Hong sont absolument glaçantes. On le ressent vraiment comme un pauvre col bleu, un mec travailleur, honnête, qui pactise avec le diable. On pourra dire d'ailleurs que cet épisode est une sorte d'allégorie de Faust. Pour en revenir un petit peu sur Chinatown, il y a une réplique culte à la fin. Forget it, it's Chinatown. Forget it, Jake, it's Chinatown. Cette phrase, c'est en fait une invitation à accepter la corruption et la désillusion. Il y a un petit peu le même mood dans le final de cet épisode qui est très cruel, hein, avec un twist qui fait froid dans le dos. Et puis le fait aussi que c'est une culture dont on n'a pas les codes, les lieux, il y a évidemment la barrière de la langue, il y a l'ambiance aussi qui est extrêmement inquiétante, qui met mal à l'aise. Plutôt bien réalisé par un certain Tucker Gates, un réal de pure télé, hein, quand je vois sa filmo. Il va signer 2 épisodes pour la série X-Files, donc celui-ci et puis l'épisode El Chupacabra. C'est aussi un épisode, ça m'a un peu surpris, qui est extrêmement mal aimé, même dans le grand livre de la série, dont je vous fais la lecture à la fin des chroniques. Il y a 3 toutes petites lignes, hein, juste pour vous dire que Lucy Liu faisait ses débuts. Alors, certes, cet épisode est quand même pétri de défauts, donc il y a l'intrigue qui est frustrante, je vous l'ai dit, on boucle pas tout, il y a des interrogations qui fusent, par exemple, comment ça se termine pour le vieux, on n'est pas sûr de ce qui va se passer pour Lucy Liu, pourquoi les masques. Malgré tout ça, je trouve que c'est un épisode qui reste en mémoire, ne serait-ce que pour son ambiance, l'ambiance de la salle, par exemple, où on fait le jeu, on organise le jeu, elle est absolument oppressante, hein. Malgré ces plafonds immenses, ces mélanges de lumière et d'ombre, on impose une espèce de climat d'incertitude, on joue comme ça sur les sources de lumière, et pourtant ici et là on a des couleurs criardes, du fait d'un décorum toc, hein, de resto chinois comme on en voit en Europe, un mauvais goût assumé, qu'il y a aussi dans les aventures de Jack Burton de Carpenter, hein. Et évidemment vous avez en point d'orgue le crématorium qui est absolument terrifiant, c'est une sorte d'antichambre de l'enfer. Donc, épisode magnifiquement éclairé. Je me souviens aussi d'un plan stylisé où on tire sur le rouge et le bleu dans le même plan. Le score de Mark Snow aussi est à noter. Évidemment, il tire sur des tonalités asiatiques, avec évidemment des accès déviants. Et puis, donc la radicalité de la fin, hein, qui achève d'en faire une expérience qui m'a marqué. On peut aussi apparenter l'épisode à un body horror, certes aseptisé, hein, mais il répond à la définition du genre, qui est, je cite, expose
intentionnellement des violations graphiques ou psychologiquement perturbantes du corps humain. Alors, ce n'est pas gore, mais même si ça reste extrêmement cruel et extrêmement vicelard, ce truc avec l'œil, franchement, on a vraiment très mal pour le gars. Si vous voulez voir d'autres films où on fait du trafic d'organes, vous avez donc Paradise Lost de John Stockwell. Alright, let's go get it wet. I love you, Brazil! Yeah! 1, 2, 3, cheers! What happened? They robbed us. They must have put something in our drinks last night. We have no money, we have no way out of here. What? Touristas, en version originale. Alors attention, c'est un Paradise Lost, c'est donc un titre qui a plein d'homonymes. Hein. Vous avez le plus connu, c'est le film sur Pablo Escobar avec Benicio del Toro. Vous avez dans une série récente là, qui est parue sur Amazon, donc rien à voir. Là, je vous parle vraiment d'un film réalisé par John Stockwell. C'est un ancien de chez John Carpenter d'ailleurs, parce qu'il campait le héros dans le film Christine. Et John Stockwell d'ailleurs, qui a une filmo plutôt intéressante, parce qu'il a réalisé quand même plusieurs films comme ça, très solaires, avec beaucoup de séquences sous-marines. C'est un passionné de plongée, il me semble. Et ce qui est marrant, c'est que, bon, déjà, Josh Duhamel, je trouve qu'il a quand même pas mal d'air de John Stockwell quand il était jeune. On a un casting de beaux et de belles gosses, en fait, qui est plutôt bien pensé, parce que c'est un parfait contrepoint à l'ambiance du film, hein, qui est au départ absolument paradisiaque. Ça se passe sur une plage au Brésil, et puis bah, ça va dévier dans le thriller bien méchant. Vous avez aussi un Van Damme très médiocre, qui s'appelle Pound of Flesh. What happened? Alors c'est un film qui est franchement moche et faisandé, hein. Même si Jean-Claude dans le rôle d'ailleurs, il donne de sa personne. D'ailleurs on l'a pas dit dans le live, mais je crois que Van Damme, enfin de ce que j'ai vu, je l'ai jamais vu aborder un rôle de façon cynique, par-dessus la jambe. C'est en tout cas l'anti-Steven Seagal. Ça, on peut tous s'accorder à dire que Jean-Claude Van Damme a pris très au sérieux ses rôles, là où Seagal, très rapidement dans sa carrière, bon, elle a décidé de plus trop se fatiguer. Vous avez aussi la série Squid Games, que j'avais découvert à l'époque et que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Alors, je l'ai vu qu'une seule fois. En fait, j'ai trouvé que c'était bien parce que ça renouvelait le genre de Battle Royale avec un contexte économique qui était très marqué. Le twist était sympa aussi. Et puis, on peut dire aussi que l'épisode préfigure 10 ans avant le torture porn avec la saga des Sceaux, notamment. Alors, là, il n'y avait plus tellement de contexte économique. Quoique dans les décors, je crois que des fois, il y avait des quartiers défavorisés qui étaient bien utilisés. D'ailleurs, ce film est réalisé par James Wan, qui est d'origine asiatique. Vous avez donc le film de Van Damme qui se base dans les Philippines. Vous avez donc Squid Games, hein, qui est une série coréenne. Donc en fait, le trafic d'organes et les Asiatiques, bah, c'est marrant, il faudrait que je regarde, enfin c'est marrant, il faudrait que je regarde s'il n'y a pas s'il n'y a pas eu des articles consacrés sur le sujet. Voilà. Forget it, it's Chinatown. Allez, bonne journée, à bientôt, ciao. Je vois pas ce qu'on peut demander de plus.